Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Monsieur Martinez. Tout d'abord, je voudrais, au nom de toute l'association Dauphine Discussion Débat, vous remercier d'être avec nous ce soir. Il est d'usage dans notre association de présenter nos invités avant d'entamer véritablement le débat. Nous ne dérogerons pas à cette règle ce soir. Depuis maintenant 2 ans, vous êtes secrétaire général de la Confédération Générale du Travail, plus connue sous l'acronyme CGT. Votre carrière est marquée par vos engagements et votre fidélité envers la cause des travailleurs, mais aussi par votre fermeté, vos prises de parole, il faut le dire, sont parfois cinglantes. Éduqué dans le rejet de la dictature franquiste, vous grandissez à Rueil-Malmaison, à l'ouest de la capitale. Votre vocation politique et syndicaliste semble ancienne. Au lycée déjà, vous vous impliquez au sein des jeunesses communistes, puis au Parti communiste français. Après avoir obtenu un diplôme en tant que technicien de métallurgie, vous travaillez à partir de 82 aux usines Renault de Boulogne-Billancourt. Vous serez ensuite muté au centre de recherche des moteurs de Rueil-Malmaison. Vous devenez au bout de quelques années délégué central de la CGT chez Renault. En 2002, vous semblez vous émanciper politiquement et quitter le PCF sur fond de désaccord avec Robert Hugues. En 2008, vous êtes élu secrétaire général de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT. C'est à ce poste que vos talents de négociateur deviennent notoires. Vous faites preuve d'une capacité de dialogue remarquable en canalisant les éléments plus radicaux de votre syndicat et en échangeant de manière constructive avec le patronat. Quelques années plus tard, en 2013, vous êtes élu membre de la commission exécutive de la CGT. Votre ascension débute alors réellement. Dès janvier 2015, vous êtes pressenti pour succéder à Thierry Lepant, alors secrétaire de la CGT, accusé de mener un train de vie onéreux et ostentatoire qui fait scandale. Cependant, votre victoire n'est pas gagnée d'avance. En effet, vous n'êtes alors que peu connu du grand public. Par ailleurs, votre équipe est réputée proche de la sentence. Malgré tout, vous remportez cette élection grâce à une adhésion qui semble générale. Vous êtes élu avec un score impressionnant, digne d'un scrutin stalinien. 93,4% des voix. Ce vote illustre l'évolution de la CGT, mais aussi celle des convictions personnelles et idéologiques de ses adhérents. En effet, vous êtes le premier secrétaire général depuis 1946 à ne pas être membre du Parti communiste. À peine élu à la tête de la CGT, vous sortez les grandes bosses. Votre personnalité plaît parmi les syndicalistes. Tout en étant proche par votre formation professionnelle de ceux que vous défendez, vous incarnez une base et une ligne radicale, ouverte au dialogue social. Rapidement, vous vous engagez dans une lutte féroce contre le patronat et le libéralisme. Bienvenue à Dauphine. Le gouvernement Valls sera la cible privilégiée et fréquente de vos attaques. La CGT sera ainsi un des premiers opposants à la loi travail. Vous serez un des prôneurs de la grève et encouragerez même vos militants à entraver la bonne tenue de l'Euro de football en France. Cette position sera critiquée, et pour cause. En effet, est-ce vraiment défendre les classes travailleuses que de les priver d'une source de croissance et de développement économique? La question se pose. Sur le plateau de BFM Politique, le 30 mai 2016, vous irez jusqu'à déclarer que François Hollande et son gouvernement ont renié leurs promesses. Les interventions en attestent. Vous vous sentez trahi. Votre affrontement avec Manuel Valls sur le plateau de l'émission politique en janvier dernier illustre d'ailleurs une certaine rancune et montre que vous n'avez toujours pas enterré la hache de guerre. Seriez-vous rancunier, Monsieur Martinez? Votre sanglant bonjour Monsieur l'ancien Premier ministre avait d'entrée annoncé la couleur. Votre stratégie vous a cependant assuré une base solide d'électeurs au sein de la CGT. En effet, vous êtes réélu à sa tête en avril 2016, à l'occasion de son 51e congrès. Selon vos mots, il faut se méfier d'un syndicalisme d'experts et trop institutionnel. Vous vous démarquez de vos prédécesseurs par un franc-parler, mais aussi par un refus de certaines conventions. En effet, là où d'autres secrétaires acceptaient de nouer une cravate pour les grandes occasions, vous restez fidèle au style col blanc. Ce choix vestimentaire, qui semble anodin, concorde avec votre mode de vie, humble et sans apparat. En effet, le magazine Capital rapportait il y a quelques mois que vous viviez dans un modeste pavillon du Val-de-Marne et que vous rouliez dans, je cite, une vieille Renault Scénic. Cependant, cette réputation d'un caractère de feu est à nuancer. Vos collaborateurs disent souvent de vous que vous êtes un fin tacticien et que vos discours publics offensifs seront en effet bien différents de vos prises de parole en coulisses, plus tamisés et pragmatiques. Certains parlent même de colère feinte. Cacheriez-vous donc votre véritable visage de produit pur du système politico-médiatique? Emmanuel Couvreur, ancien délégué central de la CFDT chez Renault, va jusqu'à dire que vous êtes un vrai politicien, capable de mimer une colère, mais qui finit toujours par accepter la discussion. Un comble pour un homme qui démontre précisément la démarche des politiques. Votre visage et votre moustache sont désormais célèbres. En quelques années, ils sont devenus les habitués des studios télé ou des plateaux rapides des studios radio.
Cette médiatisation contraste d'ailleurs avec votre train de vie discret, concordant avec le surnom que vous nous avez donné, le métallo. Ce surnom n'est pas anodin. En effet, on ne peut vous enlever cette qualité. Dans une époque où les hauts dirigeants et élus sont de plus en plus déconnectés du peuple, vous faites figure d'exception. Plus récemment, vous avez fait la leçon aux candidats de droite comme de gauche, en les accusant d'être éloignés de la réalité du monde du travail. En janvier dernier, vous mettiez ainsi dans le même panier Hamon, Macron, mais aussi, à notre grande surprise, Mélenchon. Par ailleurs, vous refusez de révéler le nom de votre favori pour la course présidentielle, et vous ne donnez ainsi pas de consigne de vote. Vous rappeliez aussi en janvier dernier qu'aucun candidat à l'élection n'avait encore demandé à vous rencontrer. Sur ce point, nous ne pouvons qu'exprimer notre désaccord avec le futur président de la République, et nous vous assurons que les Dauphinois, eux, ont réclamé à vous rencontrer. Monsieur Martinez, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je laisse la parole à Nicolas Ricard et Rémi Haddad pour la suite du débat. Bonsoir à tous et à toutes, merci à vous d'être ici. Une nouvelle fois, Monsieur Martinez, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Avant toute chose, souhaitons revenir sur la présentation que je viens de passer de vous. Volontiers. Bonjour à toutes et à tous. Alors il faut se méfier de ce que l'on raconte dans les journaux. Deux précisions. Je n'ai pas empêché le déroulement de l'Euro de football. Ça, c'est des fantasmes de certains. Parce que je n'enfile jamais les gants de boxe, mais j'ai souvent enfilé les chaussures à crampons. J'adore le football, donc priver la population d'événements comme celui-là, ce n'est pas le sens de la CGT. D'ailleurs, tout s'est bien passé, vous l'avez tous noté, hormis une bagarre entre hooligans à Marseille, mais où n'était pas impliquée la CGT. Enfin, juste sur les commentaires d'un de mes anciens homologues de la CGT chez Renault, sur le tacticien, là aussi, je ne me souviens pas de ce genre de pratique déjà chez Renault, parce que j'ai, comme vous l'avez précisé, Constance, c'est d'essayer d'être resté fidèle à mes idées et à moi-même depuis que j'ai des responsabilités à la CGT, c'est-à-dire comme délégué du personnel à l'usine de Guillocourt, jusqu'à secrétaire général de la Confédération. Pour le reste, c'était parfait. Donc ce débat se déroulera en 3 points. Tout d'abord, nous évoquerons avec vous le bilan de ces dernières années, à la fois dans votre action syndicale, mais aussi en France, donc notamment à travers le bilan de France en 20. Ensuite, nous aborderons des questions d'actualité récente et actuelle. Enfin, on posera quelques questions notamment autour de diverses perspectives d'avenir. Mais tout d'abord, une remarque. En préparant donc, nos questions avec mon homologue, nous avons cherché, comme je pense beaucoup l'auraient fait dans cette salle, beaucoup de jeunes étudiants, nous avons recherché sur Facebook, sur Twitter, sans vous trouver. Alors, comme vous le dites, il ne faut pas croire tout ce que disent les journaux, mais justement, pourquoi dans ce cas-là ne pas utiliser ces nouveaux canaux d'information, enfin les réseaux sociaux, afin de vous exprimer directement, notamment à cette jeunesse qui demande parfois à vous entendre. On a des fonds d'organisation, et pas celui-là d'ailleurs, on a pris un peu de retard sur ce Facebook et sur Twitter, puisque le compte Facebook de la CGT est né au dernier congrès de la CGT. Ceci dit, je vous recommande, parce qu'il est excellent. C'est un choix personnel de favoriser plutôt le collectif que de mettre en avant un individu ou des individus. Donc, il y a des nouvelles du secrétaire général, vous pouvez trouver des nouvelles du secrétaire général et sur le compte Facebook de la CGT et sur Twitter. Pas régulièrement, mais relativement souvent, à l'occasion de déplacements, à l'occasion d'événements. C'est assez régulier, mais les informations sont sur les comptes de l'organisation syndicale et il n'y a pas de compte
a eu beaucoup de mal à prendre en compte ces web communications. Et on a encore des progrès à faire quand je regarde ce qu'on y met et ce qu'on y fait. Mais on pourrait dire en progrès. Bonjour à tous, bonjour M. Martinez. On va entamer donc, le bilan de ces dernières années, notamment le bilan du quinquennat de François Hollande, et on va aborder les relations de la CGT avec ce gouvernement. Jeudi 1er décembre, François Hollande a annoncé qu'il ne se présenterait pas pour les élections présidentielles de 2017. Est-ce que vous pourriez essayer de qualifier en un mot le quinquennat de François Hollande? En un mot, c'est renier ses engagements. Je veux juste préciser quelque chose. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire pour les vœux, ils appellent ça les vœux aux acteurs sociaux à l'Élysée, puisque à chaque fois qu'il parle maintenant, depuis qu'il ne va plus être candidat, son bilan a l'air merveilleux. Donc je vais juste poser une question, mais puisque ce que vous avez fait est si magnifique, pourquoi vous ne vous représentez pas? J'attends encore sa réponse. Alors en 2012, par Bernard Thibault, votre prédécesseur, l'ancien secrétaire général de la CGT, la CGT avait appelé à faire abattre Nicolas Sarkozy et s'était félicité par la suite de l'élection de François Hollande. Au vu donc, de ce que vous décrivez du quinquennat, est-ce que c'est une prise de position qui vous semble encore justifiée et est-ce que c'est une décision que la CGT regrette? Alors Bernard Thibault, au nom de la CGT, avait appelé à battre Nicolas Sarkozy. Il se trouve que la Constitution française prévoit qu'au deuxième tour des élections, il ne reste plus que 2 candidats. Ça va être encore le cas normalement, ils ne sont pas tous éliminés avant la date de l'élection. Parenthèse, en tout cas, c'est la Constitution. Donc, par voie de conséquence, quand on appelle à battre un des deux, certains en déduisent qu'on appelle à voter pour l'autre. C'était pas tout à fait ça. C'est un choix par défaut. Je trouve que d'ailleurs, non, c'était un appel à battre Nicolas Sarkozy qui dans la dernière période de sa campagne électorale, je vous rappelle le contexte de l'époque, c'est la réforme des retraites, avec des mobilisations, et puis dans ces meetings préélectoraux, Nicolas Sarkozy faisait siffler la CGT. Donc c'était le résultat d'un bilan qui n'était pas terrible, d'un point de vue social, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis d'attaque frontale contre la CGT. Je vous ferai remarquer aussi que, et on pourrait y revenir, qu'il y a beaucoup moins de commentaires sur l'élection de 2002. Je ne sais pas si vous en rappelez, vous êtes jeune, mais en 2002, on a aussi appelé à battre un des candidats. Moi, personnellement, j'avais 4 ans. Oui, c'est pour ça que excusez-moi de jouer les anciens combattants, mais je replace un peu. En 2002, on a appelé à battre un candidat, et on ne nous a pas dit que vous appelez à voter pour l'autre. Ce candidat qu'on a appelé à battre s'appelait Jean-Marie Le Pen. Et le candidat qui était en face s'appelait Jacques Chirac. Personne n'a dit à la CGT est-ce que vous êtes déçus du quinquennat? C'était d'ailleurs la suite d'un septennat, donc on avait de quoi dire. Est-ce que vous êtes déçus d'avoir appelé à voter Jacques Chirac? C'est bon de le préciser. Maintenant, j'aimerais évoquer avec vous, si vous le souhaitez bien, le bilan du climat social de ces dernières années. Un climat social qui a semblé s'envenimer, je pense que vous en conviendrez tout comme moi. En 2014 notamment, 4 salariés de Dior séquestrent leurs dirigeants. Le 5 octobre 2015, on assiste à cette scène que personnellement je qualifierais de violente, où des dirigeants d'Air France, notamment le DRH, sont pris à partie par des salariés en colère. La fameuse affaire des chemises arrachées, dont je pense qu'on a tous vu ici les images. En juin 2016, les manifestations contre la loi travail débordent. On a notamment des images où on voit des personnes avec des bandeaux de la CGT caillasser l'hôpital Descartes. Ce sont des images de la préfecture. Est-ce que vous pensez donc que les manifestations syndicales ont franchi ces dernières années un cap dans la violence? Est-ce que vous pensez, en allant un peu plus
simplement que finalement, cette violence-là, c'est le dernier moyen en fait, de s'exprimer. Alors là, la réponse est peut-être un peu plus longue que les autres. Parlons des manifestations de 2016. Donc je conteste fermement le fait que des militants de la CGT aient brisé les vitres de l'hôpital Necker. Ce ne sont pas des militants de la CGT et toutes les images en témoignent. Peut-être pas des militants, mais ce sont des personnes qui arboraient des chasubles CGT. Visibles sur les images qu'on voit retirer des pavés. Je conteste. Et on peut regarder les images, vous avez un PC dans la salle. C'est un individu, comme on en a croisé malheureusement beaucoup trop dans cette manifestation, parce que moi je ne connais aucun militant de la CGT qui vient en manifestation avec un marteau. Donc ce sont des actes de gens qui sont des... n'ont rien à voir avec les manifestations, et j'en ai croisé personnellement quelques-uns, puisque souvent dans les manifestations je suis devant. C'est pas la meilleure place pour ce genre d'événement. Donc il y a des groupuscules qui ont régulièrement perturbé, voire matraqué les manifestants. Je parle des casseurs. Je parlais des forces de l'ordre, si vous le souhaitez, mais là on parle de casseurs, et qui s'en sont pris au service d'ordre des organisations syndicales. Une des manifestations, il y a 14 militants de la CGT de Force ouvrière qui ont fini à l'hôpital parce qu'ils se sont trouvés nez à nez avec des gens avec des blousons en Kevlar, casqués, qui avaient des tessons de bouteilles dans leur sac à dos, et ils se sont pris au service de l'ordre. Donc, d'ailleurs, les violences ont toujours été condamnées par la CGT, et notamment celles à l'hôpital Necker. Cette précision étant faite, d'ailleurs, on revoit ce genre de scène en ce moment. Il y a des manifestations, celle de Nantes, me semble-t-il, samedi dernier. Ils sont toujours habillés pareil, la police ne les arrête jamais, et les manifestations se terminent toujours de la même façon. Donc, les cortèges sont sécurisés, mais en marge des manifestations, il se passe des événements que la CGT a condamnés. Alors, vous parlez d'autres ensuite. La colère n'est pas toujours bonne conseillère. Vous avez sûrement, vous aussi, en quelques occasions, eu, lorsque vous étiez en colère, des gestes déplacés ou des paroles déplacées. Bon, ce qui s'est passé à Air France, là aussi, c'est Google Air France, c'est pas tout à fait la même chose. C'est une colère de salariés à qui on a annoncé 2000, qu'ils allaient perdre leur travail. J'ai toujours vu, et je commence à avoir un peu d'expérience, vous l'avez rappelé, je viens de l'usine de Billancourt, j'ai vu les mêmes scènes à Billancourt en 1986, les mêmes scènes de colère. En 1986, il y avait moins de téléphones portables pour filmer, etc., de salariés qui, la veille des vacances, on leur posait à la cantine, dans leur assiette, leur lettre de licenciement. Dans leur assiette, la veille des vacances, leur lettre de licenciement. Je connais peu de salariés, quelques-uns certainement, je connais peu de salariés, dans un contexte de crise tel qu'on la vit aujourd'hui. On parle de 1986, c'était une autre période. Mais aujourd'hui, peu de salariés qui apprennent leur licenciement avec le sourire et qui peut-être, certains, ça existe, mais qui vont embrasser leur patron ou leur DRH pour les remercier des licenciés. Je n'en connais pas beaucoup, si vous en connaissez, dites-moi-le. Donc évidemment, ça génère de la colère et les mouvements de foule, eh bien, ça peut donner ce qu'on a vu à Air France. Et forcément, cette colère se traduit par des actes qui sont évidemment regrettables. Mais moi, j'aimerais qu'on insiste aussi sur la violence sociale. Tout le monde peut avoir une idée, même si on n'y est pas confronté. Aujourd'hui, vu le nombre de chômeurs
tout le monde connaît quelqu'un qui est privé d'emploi, à ce que ça veut dire, à ce que peut représenter, à partir de 45 ans, 50 ans, une lettre de licenciement et un licenciement. Bien oui, et ça, par contre, on n'en a pas beaucoup parlé, de cette violence sociale, et on n'en parle pas beaucoup. Et il faut rappeler que, par exemple, dans le cas d'Air France, M. Valls, qui est rentré d'un voyage au Japon, me semble-t-il, a atterri à Roissy. Il a été salué le courage du DRH. Il n'a pas eu un mot pour les 2000 futurs licenciés d'Air France. Voilà. Donc il faut évidemment ne pas cautionner ces gestes de colère, parce que la violence n'amène jamais à rien. Ceci dit, il faut équilibrer les analyses entre ce qu'on peut qualifier d'une violence physique, encore que le DRH a continué sa carrière, et lui il a eu de la promotion, puisque je crois qu'il est embauché par Bolloré. Et ces 2000 qui, eux, pour un certain nombre, ont été licenciés. Dans cette affaire en plus, on a encore stigmatisé la CGT, puisqu'il y a eu un procès, vous savez, avec des licenciements. Donc on a choisi, dans cette manifestation, un certain nombre de salariés, tous à la CGT, je ne sais pas, ça doit être un hasard, vous ne savez pas que le taux de syndicalisation à Air France à la CGT était aussi important, et on les a licenciés sur la base de ce qu'on a vu à la télé. En ce qui concerne Goodyear, je finirai par là aussi, c'est l'annonce d'une fermeture d'un site, 7 ans de bataille juridique, 7 ans de mouvement de lutte sociale, avec des réponses qui ne sont jamais venues des directions de l'entreprise, avec des hauts, des bas, l'arrivée d'un patron américain. J'ai eu l'occasion de faire son portrait dans une émission de télévision. Il est arrivé en jet privé, on disait la France, c'est une dictature sociale, moi, vous allez voir avec moi, ça va changer. Dans tout conflit et dans tout mouvement, là aussi sociaux, il y a des réunions, comité d'entreprise, CHSCT, où j'en ai vécu quelques-unes, où on dit à la direction, tant que vous n'avez pas répondu à nos questions, vous ne sortez pas de la salle. C'est ce qui s'est passé à Goodyear dans plein d'entreprises. Je dois vous faire une confession, ça m'est déjà arrivé de dire à une direction, vous ne sortirez pas de cette salle tant que vous n'aurez pas répondu à nos questions. Voilà. Est-ce que ça s'appelle une séquestration? Parce qu'il y a des mots qui font mal. Une séquestration, c'est un fait divers. Ça peut très mal finir. Vous savez, il y a une expression, un mot de M. Gattaz que vous devez connaître, qui, dans l'année 2016, dans un journal qui s'appelle Le Monde, a dit que les militants de la CGT étaient des terroristes. Terroristes, en 2016, dans notre pays, ça veut dire quelque chose. Et vous savez tous de quoi je parle. D'ailleurs, 3 militants de la CGT sont morts au Bataclan, victimes des terroristes. Donc là aussi, et il vient d'être acquitté par la justice, puisque la justice, on l'avait attaqué, et la justice a dit non, c'était un mot déplacé, mais il ne pensait pas ce qu'il disait, le pauvre M. Gattaz. Donc, vous voyez, insulter une organisation syndicale et ses militants, parce que terroriste, ça a toujours été un mot fort, mais dans la période, ça veut dire quelque chose, ben lui est acquitté par la justice. Il y a également d'autres polémiques autour de la CGT qui sont développées ces dernières années. Par manque de temps, je vous vois dans l'application d'en recueillir une seule, mais en avril 2016, la CGT a publié des affiches qui ont fait polémique, laissant entendre que la police avait du sang sur les mains. Il était sous les pieds. Il était écrit « La police doit protéger les citoyens et non les frapper ». Est-ce que cette opposition entre la police, les forces de l'ordre et les syndicats est aujourd'hui devenue une sorte de principe? Je pense que, et je l'ai dit publiquement, ces affiches étaient malvenues. Ça serait trop long de vous expliquer le fonctionnement de la CGT, mais je vais vous en donner quelques éléments. La CGT est une organisation, j'adore quand on m'appelle le patron de la CGT, parce que je ne dirige rien en fait. La CGT, c'est une constitution de multiples syndicats qui ont tous leur statut et tous leur autonomie de fonctionnement. L'affiche, il y en a eu 3 dont vous faites référence,
c'est une affiche qui a été publiée par un syndicat de la CGT, pas par la Confédération Générale du Travail. J'ai eu l'occasion de m'exprimer, parce qu'en plus c'était pendant le congrès de Marseille, on avait autre chose à discuter que des affiches. Dire que dans la période, ce genre d'affiches était, même si on a beaucoup d'humour, ou si on est un Charlie, ça aurait pu passer. Peut-être, il y aura peut-être eu moins de commentaires, mais on trouvait que c'était déplacé. Ceci dit, les violences policières, ça existe. On a évoqué les violences des casseurs tout à l'heure. J'ai assisté personnellement à des violences policières durant toutes les manifestations de l'année dernière. Gaz lacrymogène, les coups de matraque, etc., etc. De là à dire que toute la police, c'est le débat qu'il y a actuellement, toute la police serait fautive, non. J'ai eu l'occasion de m'exprimer, d'en débattre d'ailleurs avec le ministre de l'Intérieur à l'époque, suite à une manifestation qui s'est très mal passée le 1er mai, parce que j'ai discuté avec les policiers. Les policiers n'ont jamais eu d'ordre, ont toujours été livrés à eux-mêmes face à ces manifestations. Alors, en tout cas, ils ont eu des ordres, des contre-ordres, des moments où ils n'avaient pas d'ordre du tout d'ailleurs, donc ils ont été livrés à eux-mêmes. Ça, c'est la première chose. On les a laissés en première ligne face à des choses qui étaient compliquées à gérer. Le deuxième aspect, la police, comme tous les services publics en France, manque d'effectifs. Il y a eu 10 000 suppressions d'emplois dans la police. 10 000 suppressions d'emplois. Quand on décrète l'état d'urgence, il faut assumer ces actes. Donc, l'état d'urgence, ça veut dire un renfort de forces de sécurité. Là, il faut assumer. Il y a un manque d'effectifs cruel dans la police. Les écoles de formation ont été fermées, c'est-à-dire que les rares qui sont embauchés sont tout de suite mis sur le terrain sans aucune formation, etc. Donc on n'a pas de problème avec la police à la CGT. On a des problèmes avec certains policiers, et l'actualité nous renforce dans nos problèmes avec certains policiers, et on a un problème avec des gouvernements successifs qui parlent beaucoup de sécurité, mais qui ne se donnent pas les moyens d'assurer la sécurité des citoyens en de nombreuses occasions. On va sortir des violences. On va parler d'un autre sujet de ce quinquennat qui a été l'émergence des plateformes collaboratives comme Uber, Twitch et Deliveroo. Je fais une déclaration d'un jeune Marseillais qui s'appelle Nabil, il est chauffeur Uber et il déclare le 5 juillet 2016 dans l'Obs ce que je vais vous dire. J'ai toujours vécu de petits boulots en intérim dans la logistique. Ce secteur-là n'embauche pas. S'il y a du travail, tant mieux, sinon tant pis. Quand j'ai appris que Uber arrivait à Marseille, j'ai pensé quelque chose comme rêve américain. Avec les jeunes du coin, on y a vu l'opportunité de sortir du chômage, d'être indépendant et de travailler librement. Depuis que je suis chauffeur via Uber, ma vie a complètement changé. Je fais 8 heures par jour et j'aménage mes horaires. Ça me permet de voir mes enfants en bas âge, je passe plus de temps avec ma famille et je ne me demande plus si j'arriverai à finir le mois. Donc l'interdiction de Uber serait la fin d'un espoir pour les jeunes Marseillais des quartiers populaires. Je les vois, ceux qui veulent devenir chauffeurs. Comme moi, ils sont maghrébins, ils jonglent avec les petits boulots et Pôle emploi et ils viennent des quartiers nord. Alors, on connaît vos positions quant aux plateformes collaboratives, c'est plutôt hostile. Qu'est-ce que vous répondriez à nos débuts? Je ne sais pas, vous connaissez nos positions, mais allez sur le site internet de la CGT, là vous connaîtrez nos positions. Vous n'avez pas accepté une précarisation des travailleurs en parlant de l'ubérisation? Non, en parlant des conditions de travail, enfin, dans les conditions dont ils sont exploités. Je ne connais pas Nabil. Il se trouve qu'on vient de créer 3 syndicats CGT dans ces 15 derniers jours, un chez Uber, un chez les VTC et un chez, vous savez, chez les chauffeurs, c'est les livreurs à vélo, qui travaillent pour différentes plateformes que vous citez. Alors, c'est peut-être des exceptions, hein. Pourquoi déjà ils sont syndiqués? Parce qu'ils travaillent 12 heures par jour, 7 jours sur 7, et c'est pas eux ils n'ont aucun repère collectif en matière de salaire. D'ailleurs, il y a des mobilisations, vous le savez, il y a des négociations
qui ont commencé, notamment chez Uber, qu'est-ce qu'ils demandent? Premièrement, que ce ne soit pas qu'ils aient un système de rémunération qui soit en rapport avec ce qu'ils font et au minimum avec de quoi manger sans travailler 7 jours sur 7 et 12 heures par jour. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on nous impose des conditions de travail, c'est celles que je viens de décrire. On ne maîtrise pas notre salaire, puisque Uber, c'est Uber qui fixe, qui prélève sur les courses un taux que seul décide et qui n'est pas négocié. Donc ça, c'est un vrai problème. La question derrière, que j'ai pu comprendre, c'est est-ce qu'on se résout à vivre dans une société, et je pense notamment aux jeunes, où malgré qu'on ait des qualifications, ici je pense que vous en avez un peu, à accepter n'importe quoi, parce que au nom de la crise, pour en discuter si vous voulez, il faut accepter ce qui nous tombe sous la main, quitte à mettre de côté des années d'études, des diplômes, ou est-ce qu'on doit être exigeant et considérer qu'il y a du boulot pour tout le monde, là aussi on peut en discuter si vous voulez, et que si des jeunes ayant eu, sortant de l'enseignement supérieur, sont payés en dessous du salaire minimum en France, ceux qui ont moins de qualifications que des bacs plus 3, des bacs plus 4, plus 5, plus 6 ou plus 7, qu'est-ce qu'ils vont faire comme travail et comment ils vont être payés? Donc il y a un vrai débat à avoir sur le fait que quand on a un diplôme, on doit avoir un salaire minimum qui correspond à son niveau de qualification. Sinon on sacrifie toute une génération. C'est ça qui est posé derrière ce que posent d'ailleurs bon nombre de jeunes qui travaillent chez Uber. Nous considérons à la CGT qu'on on ne devrait pas être obligé d'accepter n'importe quel boulot, en tout cas, on ne reconnaît pas notre qualification quand on arrive sur le marché du travail. Moi, je suis effaré, parce qu'on fait des embauches à la CGT, que les embauches, par exemple, des juristes au niveau d'études importants, qui disent, mais vous savez, moi je suis prêt à accepter en dessous le SMIC pour travailler avec vous. C'est quand même par conviction. Non, mais la CGT ne revendique pas des bas de salaire. Là, il faut vraiment aller sur le site de la CGT. Là, Non, on revendique, c'est pas par conviction. Nous, on défend. CGT, c'est une organisation qui défend tous les salariés, de l'ouvrier jusqu'à l'ingénieur et au cadre. Moi, je travaille, je suis aux effectifs de Renault. Je l'avais dit, alors, j'ai été à Billancourt à une époque. Maintenant, je suis au technocentre de Renault, vous savez, à côté de Saint-Quentin en Yvelines, à Billancourt, il y a 14 000 salariés, il y a 99,9% d'ingénieurs, cadres, techniciens. Voilà. Donc, si je ne défendais que les ouvriers et que je ne serrais la main qu'aux ouvriers, dans mon propre établissement, j'aurais pas d'ampoule aux mains quand j'y vais, parce que je serrais la main à personne. Sauf que, donc il faut que, quand on a une qualification, alors la qualification, c'est d'abord, quand on demande à la vie active son diplôme, et il faut que ça soit payé à sa juste valeur. Et puis après, la qualification, elle évolue parce qu'on a de l'expérience, on fait de la formation, et elle évolue, et c'est comme ça qu'on évolue. Si on commence, en plus comme 85% des jeunes qui rentrent sur le marché du travail sont précaires, donc ils cumulent pendant quelques années, pour une grande majorité, un certain nombre de petits boulots. Si à chaque fois que vous retrouvez un boulot, vous repartez à 1 000 € par mois, en ayant un bac plus 6 ou un bac plus 7, premièrement, votre retraite, vous allez l'avoir dans la tombe peut-être. Et puis, c'est pas, j'insiste, si les diplômés sont payés au SMIC, ceux qui ont moins de diplômes ou qui n'ont pas de diplôme du tout, on les paye comment? Avec des cacahuètes, des bonbons, voilà, c'est une vraie question. Donc, la CGT revendique le droit, revendique que pour un niveau de diplôme, il y ait un salaire qui corresponde à la qualification. On n'accepte pas n'importe quoi, justement.
Maintenant, nous allons donc passer à des questions qui concernent plutôt l'actualité immédiate. Pour commencer, une première question avec deux chiffres. 4,2%. C'est le taux de chômage en Allemagne. 10% presque en France en 2016. Donc il y a à peu près 10 ans, nos voisins, notamment en Allemagne, ont entrepris des politiques qui rendaient le travail plus flexible, des politiques de flexibilisation. Et ont préféré miser peut-être sur la compétitivité de leur entreprise. Au même moment, la France, elle, a choisi les 35 heures. Depuis, on le sait, la compétitivité des exportations françaises sont en berne, alors que l'Allemagne, pour regarder sur le même exemple, attire toujours plus, avec un chômage, comme on l'a dit, comme je vais le dire, vous prenez une diminution de la durée légale du travail à 32 heures, alors qu'en France, nous sommes déjà dans un pays où on travaille le moins. Est-ce que finalement c'est bien raisonnable? Bon, je reviens en deuxième semaine, je crois. La France est un des pays les plus compétitifs au monde. Il a le niveau de productivité parmi les meilleurs pays au monde. D'accord? Je n'ai pas amené tous les dossiers, je ne vais pas venir avec les valises, mais ça c'est la première chose. Les entreprises françaises se portent bien. Très bien. Est-ce que vous savez combien de dividendes, le montant des dividendes versés aux actionnaires des 40 plus grandes entreprises françaises ont été réalisés l'année dernière? 55 milliards d'euros. 55 milliards d'euros. Ces 10 dernières années, ça dépasse les 500 milliards d'euros. Donc, vous voyez que l'argent, il y en a un petit peu. Le problème, c'est que, évidemment, c'est des grandes entreprises qui captent beaucoup d'argent. On ne va pas développer, vous savez qu'en France, il y a beaucoup d'aides aux entreprises. CICE, je pense que vous avez tous lu le rapport qui a été fait sur le CICE. Ça a créé beaucoup d'emplois. 100 000 s'en a préservé, ce qui chiffre le ratio entre somme versée et emploi préservé à 350 000 € l'emploi. C'est pas ce que touchent les 100 000, chacun des 100 000 qui ont été... Donc, c'est faux de dire qu'il n'y a pas de compétitivité. Et il faut dire qu'il y a beaucoup d'argent dans ce pays, il est sûrement mal réparti, ça c'est une évidence. La France, à chaque fois qu'il y a eu de la réduction du temps de travail, et on est quand même un pays où il y a souvent, pas encore assez, là c'est ce que pense la CGT, ça a donné, comme ça a eu pour conséquence de créer des emplois, pas suffisamment, parce qu'il y a eu des freins, je pense aux 35 heures, le problème des 35 heures c'est qu'on a accru la flexibilité dans les entreprises et on n'a pas créé assez d'emplois, ce qui génère des problèmes énormes, notamment dans les services publics et à l'hôpital. Mais la France a toujours... je vous conseille un film très intéressant qui s'appelle La Sociale, que certains d'entre vous l'ont vu. C'est l'histoire de la création de la sécurité sociale. Et on sortait de 36, c'était après-guerre, il y avait déjà eu les congés payés. C'est magnifique les congés payés. Sauf pour les patrons de l'époque qui disaient la France va perdre sa compétitivité. Là, on en parlait déjà. Le coût du travail, vous savez, le fameux coût du travail, on en parlait déjà. On disait ça va plomber notre pays et on est un pays sans avenir. Et donc les patrons disaient déjà à l'époque on va délocaliser. 1900, donc à la sortie de la guerre, la suite de 36, on va délocaliser. Bon, à l'époque, ils disaient dans les colonies, parce que la France avait encore beaucoup de colonies. Donc c'est un discours qu'on entend régulièrement, ce qui me fait dire que, vous savez, quand on nous traite de passéistes, et que les modernes seraient ceux qui voudraient qu'on travaille plus et qu'on gagne moins, je crois qu'il faut inverser les choses. Alors, la comparaison avec l'Allemagne et d'autres pays, vous avez oublié de me citer l'Italie, l'Espagne, qui ont eu leur loi de travail. En Allemagne, c'était les lois Hartz. C'était le DRH de Volkswagen. Il faut comparer ce qui est comparable. Premièrement, en Allemagne, il y a deux catégories de salariés. Il y a ceux qui travaillent dans les grandes entreprises et qui sont couverts par des conventions collectives. C'est les grands groupes que vous connaissez, je ne vais pas faire de pub, mais
l'automobile, dans la métallurgie, dans l'industrie pharmaceutique, etc. Et puis il y a ceux qui n'ont rien. Ceux-là ne sont pas comptés comme chômeurs, puisqu'ils ont des contrats 0 heure. En Italie, par exemple, qui a été beaucoup cité comme exemple pendant la loi travail, on a des salariés, des privés d'emploi, ont des coupons de travail. En échange d'un coupon de 2 heures, vous avez le droit de travailler 2 heures. Ceux-là ne sont pas considérés comme des privés d'emploi. En Espagne, quand un délégué du personnel va à sa réunion de délégué du personnel, on embauche quelqu'un le temps de la durée de la réunion. C'est pour ça qu'il prie pour que les réunions durent le plus longtemps possible, parce que ça fait rentrer plus de sous. C'est ça la réalité. Il faut comparer ce qui est comparable. La seule chose qui est intéressante en Allemagne, parce qu'on n'a pas peur du débat avec l'Allemagne, c'est qu'effectivement pour ceux qui sont dans la partie de la population qui n'ont pas les emplois 0 heure, etc., c'est qu'ils gagnent plus que nous. Ils gagnent beaucoup plus que nous. Je compare avec les métallos de chez Renault, je compare avec les métallos de chez Volkswagen, les salaires sont environ 1,5 à 2 fois plus importants que les nôtres, qualification égale. Pourtant ils sont compétitifs, je crois, Volkswagen. C'est le premier groupe mondial au niveau automobile. Ils travaillent autant que nous, pas plus, pas moins, on n'est pas, contrairement à ce que vous dites, on n'est pas les derniers de la classe en matière de temps de travail, on est juste au milieu du peloton. Et puis, en heure annuelle, on est quand même les derniers sur les marchés de l'Union européenne. Est-ce que vous savez quel est le temps de travail effectif réel dans notre pays? Je ne veux pas vous piéger. 39,9, plus de 39 heures par semaine. Est-ce que vous savez le temps de moyenne d'écart que vous allez devenir dans notre pays? Officiellement, déclaré, évidemment, on ne parle pas du travail informel le samedi et le dimanche à la maison, hein, sur le PC ou sur le portable. C'est 44 heures. 44 heures. Donc il y a la loi, et puis il y a la réalité. Et je vous répète, on est dans la moyenne, et on a un niveau de productivité équivalent, voire supérieur, à un certain nombre de pays en Europe. Donc il faut essayer de comparer les choses comme elles peuvent comparer dans les pays avoisinants. Non, vous n'êtes pas obligé. On réglera le compte à la fin. Petite précision quand même, donc, selon Eurostat, donc je pense que c'est une source parfaitement sûre, un salarié à temps plein en France travaille 646 heures en un an, en Allemagne 845 heures. Donc la France, en moyenne, les salariés à temps plein, en durée de travail annuelle, la France est le pays où en Europe on travaille le plus. Selon Eurostat. Oui, oui. Enfin, essayez, sans vouloir vous offenser, de passer. Enfin, moi j'ai une référence, c'est mon entreprise. Voilà. Passer un mois avec mes collègues de boulot, ingénieurs, cadres, qui partent par exemple faire un projet au Brésil. Au hasard, une usine Renault au Brésil. Vous pouvez aller en Espagne, c'est pareil. Ils travaillent du lundi au dimanche. Parce que vous savez, rentrer à la maison quand on est au Brésil, le week-end c'est compliqué. Donc ils travaillent du lundi au dimanche. Mais comme, évidemment, la loi ne permet pas de travailler, de déclarer autant d'heures, eh bien on fait, il y a des compteurs qui limitent automatiquement le temps de travail dans notre pays. Alors comment on essaie de s'arranger? Et je dis on s'arrange, on essaie de s'arranger, c'est la formule est mal choisie. En tout cas, on essaye de trouver un compromis. C'est quand on revient de mission, quand on revient du projet, on négocie, parfois avec difficulté, une prime de projet qui évidemment ne correspond pas aux heures supplémentaires qu'on a réalisées, mais qui met un peu peur dans les épinards, en tout cas moins maintenant. Donc il y a la loi, mais je ne conteste pas la loi, c'est la loi sur le temps de travail dans la loi, et je parle de la réalité du temps de travail dans d'autres pays, évidemment pour les gens à temps plein.
Alors, on va parler des élections syndicales qui ont eu lieu au début de l'année dans les TPE. Donc la CGT conserve la première place avec 10 points d'avance sur la CFDT, mais ses résultats sont en demi-teinte puisque l'abstention a atteint 92%. Est-ce que c'est la satisfaction ou est-ce un sentiment d'échec qui domine? Les résultats sont sans appel. Quand on est premier avec 10 points d'avance, comme on dit, il n'y a pas photo. Contre, il y a un problème, oui, c'est qu'il y a un taux de participation qui est absolument déplorable. Alors comment on l'explique? On l'explique parce que, en tout cas la CGT, parce que les petites entreprises, les toutes petites entreprises, là on parle d'entreprises de moins de 11 salariés, ben on n'y va pas souvent. On n'y va pas souvent. C'est un problème. C'est un problème. On n'y va que pour les élections. Peut-être qu'en dans ce sens, on ressemble parfois trop aux politiques. C'est un problème. Donc il faut absolument qu'on corrige ça. Après, moi j'assume les responsabilités de la CGT. Donc il faut aller les voir. Et je pense par exemple que ces salariés étaient concernés par la loi travail. C'est les salariés des très petites entreprises qui sont les plus couverts par les conventions collectives. On est le pays, ça, peut-être vous serez d'accord avec moi, on est le pays au monde où il y a le plus de salariés couverts par les conventions collectives. Ça doit être 95% des salariés sont couverts par les conventions collectives. Et c'est principalement des salariés des petites entreprises. Donc moi j'assume que la CGT ne fait pas bien son travail vis-à-vis des salariés des petites entreprises. Après, organiser les élections, c'est déjà compliqué, c'est par correspondance, c'est par Internet. Il y a souvent des problèmes de confidentialité, je ne fais aucune allusion aux élections américaines, mais il y a une crainte d'un certain nombre de salariés de voter par Internet sur la confidentialité des votes. Mais faire démarrer une élection le 30 décembre, il faut vraiment être ministre du Travail et Premier ministre pour avoir une telle idée de génie. J'ai croisé le même jour M. Hollande, c'était au début janvier, et il dit, Martinez, vraiment un taux de participation aux élections TPE, c'est vraiment pas bon. Hein. Je lui dis, je vous fais une suggestion. Reportez la date des élections présidentielles le 30 décembre 2017. Il me dit, mais c'est pas possible. Je dis, si, c'est possible pour les TPE. Pourquoi vous ne le faites pas pour les élections présidentielles? Une fois que j'ai entendu qu'on demandait, quelqu'un demandait déjà le report des élections, mais à cause d'un candidat et pas pour me faire plaisir. Donc, je crois qu'il y a un problème aussi de connaissance du monde du travail en ce qui concerne la participation et la fameuse démocratie sociale. Et organiser une élection dans ces conditions, c'est ne pas vouloir que les gens votent. Alors, dans 53 jours aura lieu une autre élection, l'élection présidentielle. Vous laissez toujours planer un certain mystère autour de votre positionnement pour cette élection. Vous avez lancé un débat interne à la CGT au début de l'année. Est-ce que vous voulez venir ce soir nous faire l'exclusivité d'en dire un petit peu plus sur ce que sera votre positionnement? J'ai bien fait de venir, je découvre des choses ici. Il n'y a aucun doute sur notre positionnement aux élections présidentielles. Aucun doute. La CGT n'appellera à voter pour aucun candidat. Aucun doute. Et vous pouvez reprendre. D'ailleurs, ça m'a valu des commentaires, parce que ça a été cité tout à l'heure. J'ai même dit que je trouvais que les candidats, tous les candidats, on a même énuméré la liste, on était jusqu'à Mélenchon. J'ai même considéré que les candidats, et plus globalement la classe politique, n'étaient pas très au fait de la question du travail. Du travail, c'est important, ne précise pas de l'emploi et du chômage, ça ils maîtrisent les courbes, mais du travail. Ils ne connaissent pas la réalité du travail, la réalité de l'organisation du travail et ses conséquences. Ça m'a valu des commentaires désagréables, je ne vous dirai pas de nom, mais j'en ai cité un tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de consigne de vote. La seule chose qu'on a dit, et qu'il y a là, il va y avoir un débat interne, c'est pour ça que vous aviez 4 ans, donc j'ai fait un petit peu d'histoire en 2002, c'est évidemment s'opposer à une candidate. S'opposer, ça oui. Ça oui. Si on lit les sondages,
je ne le souhaite pas, mais c'est peut-être ce qui risque d'arriver, d'avoir l'extrême droite au deuxième tour des élections présidentielles. Et oui, là, on touche à d'autres choses, c'est-à-dire les valeurs essentielles de la CGT. Premièrement, l'antiracisme, l'internationalisme, tout ce qui a construit la CGT, c'est l'opposé de ce que symbolise l'extrême droite dans notre pays, qui est le Front National. Et puis, derrière aussi, cette opposition à partir de valeurs, c'est aussi c'est une supercherie totale, le Front National. C'est, je le dis souvent, la vitrine, ça peut ressembler à la CGT d'ailleurs, la vitrine. On pose la retraite à 60 ans, augmenter les salaires, etc. etc. Mais l'arrière-boutique, c'est le MEDEF. L'arrière-boutique, pourtant on peut aussi les rejeter. Vous savez, les patrons sont parfois difficiles à comprendre. Mais deux choses. Le MEDEF propose de supprimer on dit les cotisations sociales, pas les charges. Les cotisations sociales. Ça permettrait d'augmenter les salaires. On peut toujours augmenter les salaires en supprimant les cotisations sociales, mais après, quand on va chez le médecin, quand on va à la pharmacie, il faut payer. Donc ce qu'on vous donne d'un côté, on vous le reprend le double de l'autre côté. Le Front National est d'accord avec ça. Par exemple, le Front National est d'accord. Alors elle a nuancé là dans la dernière période pour dire qu'il y a trop de fonctionnaires dans notre pays. Alors maintenant elle parle des hauts fonctionnaires. Évidemment, elle a quelques soucis avec certains hauts fonctionnaires. Voilà. Donc elle est pour continuer à donner des aides au patronat. Peut-être que M. Gattaz n'a pas entendu ça. Mais elle veut augmenter toutes les aides aux entreprises, et les aides dont on a parlé, CICE, etc. Donc voilà, c'est une supercherie. C'est un parti raciste qui prétend vouloir faire le bonheur de tout le monde, mais à la fin de leur phrase, il y a toujours sauf. Notez bien, c'est-à-dire que c'est un parti qui divise. Oui, on veut que tout le monde soit heureux dans ce pays, sauf ceux qui n'ont pas la bonne couleur de peau, la bonne religion ou le bon nom. On veut que tout le monde puisse travailler, que tout le monde, etc. Mais il y a quand même des feignants dans ce pays. C'est ceux qui sont au chômage. Donc ceux-là, il faut leur supprimer les aides. Voilà. Écoutez bien son discours. Et ça, c'est dans nos gènes à la CGT. Alors évidemment, vous pourriez me poser la question, oui, mais alors, on va se retrouver comme en 2002, comme en 2012, c'est-à-dire si vous appelez à voter contre, bon, bah ça, on va y réfléchir. Parce qu'évidemment, je ne sais pas qui sera, j'ai dit, je ne souhaite pas que le Front National soit au deuxième tour, mais ça peut nous poser des questions si c'est n'importe qui en fait. Maintenant, je vais vous parler un peu de la loi travail. Donc, la loi travail, elle cherche à donner plus de pouvoir aux négociations au sein même des entreprises pour prendre des décisions qui seraient mieux adaptées si vous avez un argument. Voilà. Est-ce que cela peut vous sembler judicieux et si, selon vous, ce n'est pas dans cette direction que doit évoluer le dialogue social, comment est-ce qu'il devrait évoluer? C'est pas vous qui dites ça, c'est ce que disait la ministre. Et le gouvernement. C'est faux de dire qu'il n'y a pas de dialogue dans les entreprises. Ça fait quelques années que je fréquente les entreprises, il y a toujours eu du dialogue. On négocie dans les entreprises. Vous savez que la CGT signe environ 88% d'accords dans les entreprises. Il y a toujours eu du dialogue. Par contre, il faut des règles communes. Il faut des règles communes. Il ne peut pas y avoir des règles différentes sur un certain nombre de questions sociales au travail dans une entreprise ou dans une autre. Vous parlez de la reconnaissance des qualifications. Pourquoi un ingénieur serait payé différemment selon l'entreprise où il travaille? C'est le même diplôme. Pourquoi les heures supplémentaires, parce que ça a été une vraie question, seraient payées moins dans une entreprise que dans une autre? Donc il y a besoin, pour pouvoir bien négocier, que la négociation elle soit loyale. Et pour qu'elle soit loyale, il faut qu'il y ait des règles communes. Donc, il y a du dialogue social dans les entreprises. Je trouve parfois même qu'on passe beaucoup de temps à discuter, parce que les négociations, avant une négociation, c'était, il y avait 3 réunions, je prends une négociation salariale, maintenant on fait des groupes de travail. Ça peut durer des mois et des mois.
Après, on fait des bilatérales. Ça peut encore durer des mois et des mois, et quand on arrive à la négociation, c'est tout dit, et on n'a plus grand-chose à se dire. Donc, enfin, il y a du dialogue social. Par contre, ce pourquoi on est contre, c'est le fait que les règles soient différentes d'une entreprise à une autre. Et c'est ce qui nous a fait dire que la loi travail, elle va générer du dumping social, pas entre les travailleurs qui travaillent dans ce pays et ceux qui viennent d'autres pays, mais entre deux entreprises. Un exemple, deux sous-traitants qui travaillent pour le même donneur d'ordre. Un décide, parce qu'il n'y a pas de syndicat, de baisser le taux de majoration des heures supplémentaires à 5%. L'autre patron, qui est pareil, qui a du dialogue social, dit bah, nous on va rester à 25%. Le donneur d'ordre, il va choisir qui, d'après vous? Celui qui est resté à 25% et qui a fait du dialogue social, ou celui qui est passé à 5%? Et qu'est-ce que va dire le patron qui a décidé de rester à 25%? Il va dire à ses salariés, bon, le dialogue social c'est bien, mais si on ne passe pas à 5%, on n'aura plus le marché. C'est ça le dialogue social? Donc on organise le dumping social entre les entreprises, et ça c'est un des problèmes importants de la loi travail. On a eu l'occasion de le dire assez souvent, enfin assez souvent à la mi-distance, parce qu'on n'a pas vu beaucoup, en tout cas quand on a eu l'occasion de s'exprimer. Alors, sur un ton un peu plus léger, si vous voulez bien, on va vous proposer un jeu. Je vous donne deux propositions et vous choisissez entre les deux. Par exemple, vous avez deux surnoms. Est-ce que vous préférez le mécano ou Pépito? Pépito. Plutôt barbe ou moustache? Pardon? Plutôt barbe ou moustache? Moustache. Hamon ou Mélenchon? Je crois que j'ai déjà répondu à la question avant. CGT ou PSG? CGT. CFDT ou FO? Je fais les moins drôles. Non, les deux, mon capitaine. Enfin, sur une perspective un peu plus sérieuse, quand même. François Fillon ou Marine Le Pen, au deuxième tour, peut-être. Je vais vous donner mon avis personnel, qui n'engage que moi et pas mon organisation. Que moi et mon organisation, pas mon organisation. Fillon. Ça n'engage que moi. On en a une dernière quand même. En marche ou à vélo? Un vélo, s'il est électrique. Très bien. Donc maintenant, nous allons passer à des questions plutôt sur les perspectives d'avenir à la fois du syndicalisme et du pays. Alors, vous êtes vous-même un ancien membre du Parti communiste. Question très simple, est-ce que la CGT est encore aujourd'hui dans une conception de la société qui est fondée sur la lutte des classes? Ou en tout cas sur le rapport de force par rapport. J'ai bien compris la question. C'est effectivement, il n'y a pas que la CGT qui est sur cette conception de rapport de lutte de classe. Les plus grosses fortunes du monde sont sur cette conception-là. Il y a eu quelques sites. Vous voyez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Warren Buffett a évoqué le fait que la lutte de classe existe toujours, sauf qu'il dit c'est la classe dominante qui est en train de la gagner, cette lutte de classe. Mais elle existe toujours, oui. Pourtant, on a l'impression que dans certains pays, on parle souvent du modèle scandinave, on a le patronat et les syndicats qui travaillent plutôt main dans la main. On a l'impression que le rapport de force est beaucoup moins présent que, par exemple, en France. Vous avez noté, premièrement, que je parle souvent du patronat des grands groupes. Moi, je croise des tas de petits patrons, pas par la taille, mais par la taille de leur entreprise, qui ont des problématiques que nous évoquons. Le problème, c'est, si je pense à ceux qui sont adhérents de la CGPME, par exemple, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont une relation commerciale avec les donneurs d'ordre. C'est-à-dire que s'ils contestent ou s'ils s'affichent avec la CGT, ils n'ont plus de boulot. Ça, c'est un vrai problème. Donc, alors, si on parle, on théorise beaucoup sur
le syndicalisme français serait, surtout la CGT d'ailleurs, serait complètement quelque chose d'à part dans le monde. Pour avoir une CGT et une grosse activité internationale, on rencontre des tas de syndicalistes dans le monde. On a, premièrement, je dois vous le dire, parce que vous faites souvent référence au PC, ça c'est des vieux arguments. La CGT est un des syndicats le plus indépendant au monde vis-à-vis des partis politiques. Et je pèse mes mots. Les syndicats scandinaves, par exemple, j'ai un de mes homologues qui était secrétaire général de la Fédération de la métallurgie suédoise, il est devenu Premier ministre. Je ne peux jamais dire jamais. Enfin, je ne pense pas que ça arrive. Donc, premièrement, on est un des syndicats au monde le plus indépendant des partis politiques. Il y a quand même une porosité entre la CGT et les partis communistes. Tous les secrétaires généraux ont été membres et étaient membres du PCF. Donc vous avez noté que c'est plus le cas. Oui, mais vous l'avez été. Oui, je fais partie d'une génération. Vous savez quel est le parti le plus représenté dans la CGT? C'est les non-adhérents à un parti. Et la proportion, c'est 80%. Parce que les jeunes de la CGT, ils sont à l'image de la jeunesse de ce pays. C'est qu'ils réfléchissent, ils ont des idées, mais ils ont pris beaucoup de recul vis-à-vis des partis politiques. Donc, on est un syndicat qui est le plus grand parti dans la CGT, c'est ceux qui ne sont pas adhérents au parti. Il faut se sortir d'un certain nombre de clichés que je ne peut exister, hein, ça je ne le conteste pas. Mais bon. Et d'ailleurs, quand on fait, deuxième précision, quand on fait des sondages, vous savez que c'est des sondages, c'est parfois bon, mais parmi les adhérents de la CGT, le premier parti pour lequel votent les adhérents de la CGT, c'est le Parti Socialiste. Vous voyez, il faut sortir d'un certain nombre de clichés. La CGT, elle a 120 ans, et donc en 120 ans, on vieillit, mais on bouge aussi. Pour en revenir au syndicalisme scandinave, par exemple, les relations sont bonnes parce que le dialogue social est différent. En Allemagne, la Constitution interdit de faire la grève. On ne peut pas faire grève en Allemagne. Voilà. Sauf sous certaines conditions. Bon, donc il y a moins de grèves en Allemagne qu'en France. Il y a plus d'adhérents en Belgique aux syndicats qu'en France. Oui, si vous n'êtes pas adhérent en Belgique, vous n'avez pas de sécurité sociale et pas d'allocation chômage. Vous mieux être adhérent à un syndicat. Donc il faut comparer ce qui est comparable, et du dialogue social, il y en a partout, et des grèves sur tous les pays de la planète, hormis quand c'est interdit, ou c'est formalisé sous certaines conditions, ben, il y en a partout dans le monde, même en Chine. Merci d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, je vais laisser la place au public qui peut interroger des questions s'il le souhaite. Moi, j'avais une question. Je voulais savoir votre position sur le revenu universel, notamment proposé par M. Lamont. Merci. Je disais que, j'ai dit tout à l'heure que connaître le travail, c'est important. Le travail, ça structure, premièrement, ça structure la vie. Alors, il n'y a pas que le travail dans la vie. C'est pour ça que nous, on propose de travailler moins. Il y a le temps au travail et il y a le temps hors du travail. Il faut vivre à côté du travail. Mais le travail, ça structure la vie. D'ailleurs, tous les privés d'emploi, en tout cas la majorité, si vous en connaissez, eh bien, il n'y a plus de lien social, c'est l'isolement, etc. Donc, c'est important de partir de ça pour dire que le travail, c'est essentiel dans la vie. Avec modération, comme le reste, mais c'est essentiel dans la vie. Or, le revenu universel part du principe que c'est la fin du travail, qu'il n'y a plus de travail pour tout le monde, et donc il faut trouver quelque chose à côté. C'est en opposition avec ce qu'on pense. Il faut se battre pour le plein emploi, et effectivement, on considère que le plein emploi, c'est encore possible, parce que
on a donné quelques idées, réduire le temps de travail, revoir l'organisation du travail, revoir l'intensité du travail. C'est quand même aberrant que dans ce pays, il y ait des gens qui meurent parce qu'ils ont trop de travail. Je suis bien placé pour vous en parler. Là, vous êtes suffisamment âgé pour vous rappeler des suicides au Technocentre Renault. Donc il y en a qui meurent parce qu'ils ont trop de travail, ils font plus de 35 heures par semaine, ce que je vous racontais tout à l'heure. Et il y en a qui meurent parce qu'ils n'ont pas de travail. Donc il faut revoir l'organisation du travail, le temps de travail. Il faut revoir la démocratie au travail. Il est aberrant que des salariés ne puissent pas donner leur avis sur des décisions d'entreprise, sur des projets d'entreprise. C'est aujourd'hui, tout est cadré, même s'il y a des groupes de travail, des groupes du collectif, des groupes de réflexion, mais tous les débats sont encadrés, on n'a pas le droit de sortir du cadre. Donc, pour être très concret sur cette question, qui est une vraie question pour laquelle il faut continuer à discuter, nous ne sommes pas favorables à un revenu universel, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas, qui sont privés d'emploi, et en ce moment il y a une négociation importante sur les allocations au chômage et sur l'avenir des privés d'emploi en matière de ressources, qu'il ne faille pas augmenter les minima pour les allocations pour les privés d'emploi. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire en sorte que les étudiants puissent se consacrer pleinement à leurs études et ne soient pas obligés de travailler pendant leurs études pour pouvoir continuer leurs études. Ça fait partie, mais sur le travail, nous on considère que le plein emploi c'est possible, et donc pour un travail il faut un salaire, pas un revenu universel. Bonsoir Monsieur Martinez, j'avais juste une question, vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà. J'avais juste une question, j'ai vu, bon, c'est un sondage évidemment, mais j'ai vu que plus de 40% des ouvriers comptaient voter FN. Et en fait, je me disais quel était votre argumentaire pour qui est quand même ce vote souverainiste pour des frontières, parce qu'ils voient ça comme une solution, comment dire, pour plus d'emplois et de meilleurs emplois, et pour lutter contre les globalisations. On veut savoir si vous avez des arguments contre ça. On a des arguments. Je pense que, et d'autres que nous le disent, que vous avez parlé des valeurs. C'est important de rappeler des valeurs, mais ça ne suffit plus. Il faut traiter les questions que développe le Front National, l'ensemble des questions qu'il développe. J'ai commencé à parler un peu du programme économique et social. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut discuter. Effectivement, je ne suis pas historien, mais j'ai un peu lu, dans toutes les périodes de crise importantes de nos pays, de nos différents pays, il y a toujours eu une montée de ces partis-là. Parce que, et là je crois qu'on vit une crise importante, y compris, contrairement à d'autres périodes de l'histoire, la mondialisation ça existe, on ne doit pas en avoir peur, mais on doit pouvoir en discuter. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Premièrement, on en discute en interne. Parce que 17% de ceux qui votent CGT aux élections professionnelles votent pour le Front National. C'est moins que les autres, mais c'est beaucoup. Donc, on fait de la formation en interne. Par exemple, on a des formations spécifiques pour nos adhérents. Et d'ailleurs, on a commencé par, au hasard, Béziers, Calais, Hénin-Beaumont, et je ne vais pas tous les citer, parce que, évidemment, il y a des aspects locaux qui comptent. Donc, des formations spécifiques avec des données économiques sur est-ce que les immigrés profitent du système, comme on l'entend, est-ce que ils ne payent pas de cotisation sociale, est-ce qu'ils plombent l'économie ou ils la développent, etc. Des choses très concrètes. Et puis après, on vient sur des fiches argumentaires sur le programme économique et social du Front National. Parce que le Front National, par exemple, sur un certain nombre de questions, je les ai écoutées,
ils ont, je ne sais plus sur quelle question, ils répètent mot à mot, ils disent mot à mot pratiquement un tract de la CGT. Oui, oui. Pratiquement. Donc ça perturbe pas que les ouvriers. Puisqu'ils nous disent, mais comment vous pouvez être en désaccord avec eux, puisqu'ils laissent la même chose que vous? Donc il y a besoin de travailler. Et par exemple, il y a des questions sur lesquelles, évidemment, on est en désaccord. Je pense aux travailleurs détachés, par exemple, qui évidemment, génèrent des tensions dans les entreprises, et donc il y a besoin de ne pas évacuer le problème. Il y a l'idée qu'il faudrait qu'on... Enfin, c'est pas une idée, c'est pas qu'une idée chez nous, mais qu'il faudrait faire du protectionnisme. Alors, je ne sais pas si ils ont prévu de construire des murs autour de la France, parce que c'est une idée à la mode dans le monde, mais que ça nous libérerait du carcan de je ne sais quoi, de la concurrence déloyale. Évidemment, il faut combattre ces idées-là. La France, elle s'est aussi construite économiquement par l'apport de diverses immigrations. Ça a démarré par l'immigration régionale, hein, pour un certain nombre de départs de régions françaises. Puis, là, on s'appelle Martinez, on sait trop pas. Hein. Et puis, ça s'est développé. Donc. Mais on a un vrai cycle de formation pour d'abord les militants, parce que, évidemment, c'est un sujet difficile. C'est un sujet difficile. Et si on n'a pas quelques arguments, surtout sur ce sujet-là, certains nous reprochent, je regarde, mais c'est un hasard, de faire trop de politique. Et donc, on ne devrait rien dire sur le Front National. Donc voilà, c'est des arguments comme ça, donc on a un vrai programme de formation, et après on va au débat, mais je ne dis pas que c'est facile. Moi j'ai été par exemple, parce que j'aime bien aller sur le terrain, je crois que ça a été dit dans la présentation, j'ai été à Béziers, rencontrer les employés municipaux de la ville de Béziers. Là, enfin, je ne les ai pas sélectionnés, hein, mais ils parlent tous avec, notamment les femmes, avec des sanglots dans la voix, vu leurs conditions de travail. Et la pression qu'elles ont sur la place de la femme au travail, et qu'elle ferait mieux de rester à la maison pour libérer. Vous voyez, on est tous immigrés de quelqu'un. Bonsoir, M. Berthez. Je crois qu'on est à peu près à 11% de syndiqués en France aujourd'hui. Ah bon, j'ai pas entendu. Je crois qu'on est à peu près à 11% de syndiqués en France aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui dit que le syndicalisme est un modèle dépassé aujourd'hui? Je pourrais faire une formule, l'essayer c'est l'adopter. Mais on va être... c'est sérieux d'ailleurs, hein, ça. Je réponds que, effectivement, la CGT, parce que vous avez occupé de la CGT, c'est beaucoup trop... doit être plus ouverte, plus en phase avec la réalité de ce que vivent ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, certainement ceux qui étudient aussi, d'avoir un regard un peu plus précis et plus ouvert sur ceux qui étudient, et aussi enfin, toute la population. On a toujours, vous avez évoqué Hubert, il s'appelait Nabil, on a eu un mouvement de défiance. Parce que on est un syndicat de salariés, donc eux ne sont pas des salariés. Mais est-ce que ce ne sont pas des travailleurs? Oui, c'est ce genre de débat. Donc on a besoin de faire beaucoup d'efforts pour être plus ouverts. Après, il y a aussi des réalités. Quand on interroge des salariés, 80% des salariés, le premier motif de non-syndicalisation, c'est la peur. 80%. Ça pourrait être des statistiques de Chine, ça. Maintenant, c'est en France. Ça pose quand même un problème. C'est-à-dire que tout le monde dit qu'il faut plus de dialogue social, il faut plus de syndicats, ils pleurent tous parce que les syndicats ne sont pas assez puissants. D'ailleurs, souvent les politiques, la CGT à elle seule a plus d'adhérents que l'ensemble des partis politiques en France. C'est une petite parenthèse. Mais c'est quand même assez... regrettable que tous ceux qui se lamentent sur la faiblesse du syndicalisme sont les premiers à dézinguer les syndicalistes, notamment ceux de la CGT. On a évoqué quelques affaires célèbres, mais la durée de vie au boulot d'un salarié dans une PME qui est nommé délégué syndical, c'est 3 mois. Au bout de 3 mois, il reçoit une lettre de licenciement.
Ça, c'est un problème. Et il faut que cette mentalité elle change. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec Afflelou à la télé, d'ailleurs. Je disais, chez moi, le dialogue social, c'est vachement bien. Je lui dis, mais il y a combien de syndicats chez vous? Ah, chez moi, il n'y a pas de syndicats, c'est des indépendants. Je dis, mais on va aller implanter la CGT chez vous, ça va aider au dialogue social. Surtout pas, c'était le cri du cœur. Ça, c'est la réaction typique d'un certain nombre, c'est les de grands patrons, je passe toujours là-dessus, mais qui font pression sur l'ensemble. Et au contraire, bon, il y a une surmédiatisation d'un certain nombre d'événements liés au syndicalisme qui fait que, ben voilà, ça donne la réalité. Ce qui ne nous empêche pas, d'ailleurs, on nous dit qu'on est faible, mais alors quand on fait une année 2016, enfin au moins 6 mois de 2016 on a fait, il y en a qui disent qu'on est trop fort et qui veulent nous interdire. D'ailleurs, c'est dans le programme de certains candidats aux élections présidentielles de dire les syndicats, on peut s'en passer. Et le parti dont on a évoqué le nom, le Front National, certains de ses dirigeants disent qu'il faut interdire la CGT. Bonsoir, M. Martinez. Vous avez parlé tout à l'heure de faire une réduction de temps de travail à 32 heures par semaine. Juste après, vous avez évoqué les cadres qui travaillent plus de 44 heures par semaine, vous l'avez vous-même dit. Il y a probablement pas mal de futurs cadres dans cette salle, et est-ce que vous avez leur réponse dessus? C'est pour ça qu'il faut que je revienne en deuxième semaine. La formule exacte, c'est il faut que la référence hebdomadaire du temps de travail soit 32 heures. Pourquoi? Parce que, premièrement, tous ceux qui sont à temps partiel, et il y en a beaucoup, eux, ils veulent travailler plus. J'ai dit eux, mais c'est souvent elles. C'est souvent elles. Donc, eux, ils rêvent de travailler 32 heures, mais pour travailler plus et gagner plus. Donc, nous c'est, il faut que la référence hebdomadaire soit 32 heures. Et après, il faut qu'on adapte, il faut une part de flexibilité. Pourquoi? Je vous évoquais mes collègues qui partent au Brésil sur un projet. Si on leur dit vous allez faire 32 heures, bon, déjà j'ose même pas leur dire. 32 heures à tôt, ils vont me dire mais tu sors d'où? Et oui, on part le lundi, on prend l'avion lundi matin et on rentre le vendredi après-midi à la maison ou le jeudi soir. Par contre, il faut des règles collectives qui permettent de travailler plus, mais sur une période fixée. On ne peut pas, je sais que Macron a dit que quand on était jeune, on pouvait travailler 70 heures par semaine, et puis alors, quand on devient vieux, alors je ne sais pas à quel âge, on peut travailler moins. Il y a beaucoup de burn-out dans notre pays. Donc il faut adapter, il faut que la référence horaire soit 32 heures, et adapter, selon les professions, des règles qui permettent de conserver cette référence horaire, mais qui permettent sur une période limitée de travailler plus, à condition de pouvoir récupérer. Moi j'ai des collègues, je regarde souvent quelqu'un dans la salle, parce que c'est un ancien collègue de travail, qui ont dans leur réserve de vacances un an de retard. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc il faut des règles collectives. On revient aux besoins de règles collectives. Donc référence horaire, référence hebdomadaire, 32 heures, et après de la négociation dans l'entreprise selon les catégories qui permettent de travailler plus parce qu'un projet c'est motivant, c'est captivant, mais pas de travailler 70 heures pendant 2 ans sans prendre de vacances ni de week-end parce que là, j'avais dit on finit pas la 3e année. Ce sera la dernière question. Il va rester sur 2 questions. Monsieur Martinez, bonsoir. Je suis enseignant au master de Lexi et chef d'entreprise. On sait historiquement que la CGT s'est bâtie sur des grosses organisations pyramidales très nombreuses, dont vous êtes encore membre, pour nous, des grosses entreprises. Je voudrais votre position sur un phénomène qui déferle littéralement, c'est l'auto-entrepreneuriat. On sait qu'en Angleterre, aux États-Unis, beaucoup, certainement d'étudiants, de mes étudiants ici, vont souhaiter non pas intégrer une entreprise, mais au lieu de chercher un travail, chercher des clients. Il n'y aura plus une notion syndicaliste et de défense parce qu'on aura ici plein de petits patrons de même. Et je voudrais qu'on connaisse votre position par rapport à ce phénomène qui crée énormément d'emplois et qui donc n'est pas très syndical et ni régulé. Merci. Premièrement, il n'y a plus de
souvent mon établissement, 14 000 salariés, mais 14 000 salariés, dont 4 000 qui n'ont pas le même statut que ceux qui sont... donc ça veut dire que ça doit faire environ, de façon permanente ou temporaire, en moyenne par an, on peut monter à 80 entreprises différentes qui travaillent sur le même projet. On côtoie beaucoup de salariés des petites entreprises et des auto-entrepreneurs. La notion d'auto-entrepreneur, elle est parfois ambiguë, monsieur. Moi, j'ai plein d'anciens collègues qui sont auto-entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils font le même boulot qu'avant, parfois au même endroit. On est obligé de mettre un panneau devant pour dire qu'ils ne sont pas de chez nous, mais et qui sont auto-entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on a cassé, on a externalisé du travail pour faire des économies, mais la finalité, c'est qu'en termes de temps de travail, y compris de salaire, on n'y gagne pas. Par contre, il faut que se développent des petites entreprises avec un patron, et je vous ai dit, tout le bien que je pouvais penser d'un certain nombre de petits patrons qui ont les mêmes préoccupations que leurs salariés, mais qui ont un lien commercial avec des grands groupes qui ne les empêche d'avoir un bon dialogue, d'avoir de la liberté dans la façon de travailler. Donc, on peut continuer à créer des petites entreprises sans forcément être auto-entrepreneur, des entreprises qui soient aidées, pas où on supprime les charges, moi je dis cotisation, mais où des aides viennent, parce que c'est des entreprises qui créent des emplois. Nous, on est pour les aides publiques, à condition que ça ne parte pas directement dans la poche des actionnaires des grandes entreprises. Il faut des aides publiques, mais il faut les contrôler. Il faut les contrôler, il faut que ça génère de l'emploi, il faut que ça soit donné. Donc, je pense que il y a toujours eu des travailleurs individuels, mais il faut rester sur la conception d'une entreprise avec des règles collectives, et ce n'est pas un frein ni à la créativité, ni à l'embauche, si tout le monde y met du sien. Donc la notion d'auto-entrepreneur, il faut que ça soit pas présenté comme la solution miracle. Merci, on va donc passer à la dernière question de ce débat. Bonsoir, M. Martinez, que je voulais que l'on parle d'un sujet que même nos futurs candidats n'aiment pas, c'est la santé. Et nos hôpitaux, ce qui se passe dans nos hôpitaux, et puis tous les syndicats qui ont disparu, et puis le mal-être est très affectif. Il y a des suicides, il y a des dépressions, il y a un manque personnel pas possible, et la santé, ça touche quand même tout le monde. C'est en fait un sujet qui... Voilà. Donc je voulais avoir un peu votre avis et votre vue de ce problème. Je vais essayer de faire le plus court possible. Je fréquente beaucoup les hôpitaux, pas parce que je ne peux pas être malade, mais parce que c'est l'endroit où je vois le plus de souffrance parmi les salariés. Une vraie souffrance. Je dis souvent, une voiture, quand on la fabrique pas bien, elle ne dort pas. Il n'y a pas les phares qui s'allument pour dire attention, tu me fais mal, etc. Par contre, dans un hôpital, il y a quelqu'un dans un lit et que vous ne pouvez pas lui consacrer le temps nécessaire que vous jugez nécessaire, là, il y a de la souffrance qui s'exprime. Et donc la souffrance du personnel hospitalier est très importante. Le problème, c'est que les hôpitaux privés et publics aujourd'hui sont gérés comme des entreprises du CAC 40. D'ailleurs, j'ai noté que beaucoup de directeurs de CHU viennent de l'automobile. Et avec des mots, dans un hôpital, ça choque. Hein. Compétitivité, personne, rentabilité, performance. Donc il y a besoin à l'hôpital, premièrement, de dire la santé, c'est pas un coût, c'est un investissement. Tout le monde se félicite que l'espérance de vie, elle rallonge. C'est parce qu'on est dans un pays où les soins ne sont pas gratuits, enfin on ne paye pas grand-chose, et beaucoup de soins sont encore gratuits et accessibles à tous. Donc il faut investir dans la santé, il faut investir dans les salariés. Il y a 3 millions d'heures supplémentaires de capitalisées parmi le personnel de santé en France. Autant vous dire que ça fait quelques emplois à créer. Ça a les conséquences des emplois à créer pour les 35 heures. Et puis il faut investir dans du matériel. J'étais dans un hôpital où les
soignant me disait le matin on fait la course pour arriver les premiers prendre notre poste, parce qu'il y a tellement peu de linge de toilette que les derniers arrivés, ils lavent les patients avec des vieilles chaussettes et ils les essuient avec des draps. Donc il faut investir dans du matériel. Donc il y a, et donc évidemment ça a un lien avec comment on considère la santé. Il faut payer des cotisations sociales, surtout les grands groupes, parce que les exonérations de cotisations, c'est souvent les grands groupes qui en bénéficient. Et d'ailleurs maintenant, quand les salariés sont, vous savez, les exonérations font, maintenant ça doit être 1,6 fois le SMIC. En dessous, vous ne payez pas, certains proposent qu'on monte jusqu'à 2,5. Le patronat de la métallurgie propose qu'on aille jusqu'à 3 fois le SMIC, c'est-à-dire globalement en dessous de 3 000 € plus cotisation sociale pour les employeurs. Bah, tout cet argent-là, ça manque pour la santé, ça manque pour les soins, ça manque pour investir. Et puis il faut qu'on soit plus ambitieux en termes d'industrie et de matériel de santé. J'étais sur le plateau de Saclay il y a quelques semaines, on rencontrait des chercheurs. Alors les chercheurs dans notre pays cherchent de l'argent. Parce qu'ils ont pu, tant qu'ils n'ont pas trouvé l'argent, ils ne peuvent pas chercher ce pourquoi ils sont, enfin ceux qu'ils aimeraient faire. Par exemple, dans l'imagerie médicale, qui est un secteur d'avenir, hein, on parle de technologie du futur, etc. L'imagerie médicale, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a des tas de projets qui sont en cours, etc. Et ben, un groupe comme Thales préfère investir, vous allez tous comprendre pourquoi, dans des drones, dans des radars, dans du matériel militaire. Il y a tellement de conflits dans le monde que vaut mieux investir dans l'armement que pour soigner les gens. Et une entreprise de Thales va fermer, alors que c'est parmi les leaders mondiaux en matière d'imagerie médicale, parce qu'il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus de politique publique. Donc il y a besoin que la santé, ça soit considéré comme un investissement, donc que l'État assume ses responsabilités et que ceux qui sont exonérés de cotisations sociales en payent. Merci. Merci, monsieur Martin.